Quelles sont les principales innovations? Alors d'abord, et ça a été quand même rendu célèbre à propos de la crise des subprimes, la titrisation des dettes et des créances, ce qui veut dire que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, eh bien, plutôt que d'attendre qu'il vous rembourse, eh bien, vous allez transformer cette dette en titre et vous allez pouvoir revendre ce titre à quelqu'un d'autre. Alors tel quel, et l'ingénierie financière est tellement sophistiquée aujourd'hui que, en plus, pour limiter les risques, eh bien, on va la couper en tranches, la dette, et puis on va l'associer avec d'autres dettes, d'autres agents qui correspondent à d'autres risques. De manière à proposer sur le marché un package, alors assez opaque parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tous les cas où les risques sont censés être plus limités. Alors quel est l'intérêt de la titrisation de ces dettes et de ces créances? Eh bien, précisément, c'est la mutualisation des risques, c'est-à-dire que le prêteur ne soit plus le seul impliqué dans le risque de non-remboursement de l'agent auquel il a prêté. Il va y avoir donc une mutualisation par rapport à tous ceux qui vont acheter un bout de la créance ou un bout de l'argent qui a été, enfin de la somme d'argent qui a été prêtée en dernier ressort. Alors c'est aussi autre innovation, ce qu'on a appelé la marchéisation et la désintermédiation des financements. Alors marchéisation, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui le financement se fait de plus en plus par le marché, donc où des offreurs rencontrent directement des demandeurs, pour tous les risques, pour toutes les échéances, pour toutes les occasions finalement où on a besoin de l'argent, ou on a besoin de l'autre côté de placer de l'argent. Donc l'équivalent, si vous voulez, la contrepartie de cette marchéisation, eh bien, c'est que les anciens intermédiaires qui s'occupaient des questions de financement, des questions d'épargne, qui étaient essentiellement les banques, eh bien, ont vu leur rôle considérablement changer. Et notamment, ils ne servent plus d'intermédiaires, eux-mêmes participent à la finance des marchés. C'est pour cela que l'on parle de désintermédiation des financements, parce que le financement bancaire, finalement, en simplifiant, est toujours réservé aux particuliers, mais de moins en moins aux entreprises. Alors, c'est aussi une internationalisation des financements. Alors, la connexion de tous les marchés liés au financement de l'économie est bien fait qu'une entreprise, aujourd'hui, peut lever des fonds. Une entreprise, mais éventuellement un particulier, peut lever des fonds ailleurs que dans son pays d'origine. Et donc, il y a vraiment une internationalisation des actes de financement. Alors, ce qui est une très bonne chose, parce que ça permet effectivement d'optimiser les financements. Ce n'est pas parce que, par exemple, il y a des sources de financement abondantes aux États-Unis que les Américains en ont besoin. Donc c'est plutôt bien si les Chinois qui auraient besoin de financement peuvent emprunter de l'argent américain. Donc ça participe effectivement à une meilleure allocation des ressources financières sur la planète. Alors c'est aussi le développement des produits dérivés qui à l'origine, sans rentrer dans les détails qui sont extrêmement techniques, là on est dans la sophistication financière la plus complète, mais ces produits dérivés au départ ils sont là pour couvrir des risques. Au passage ils vont être utilisés aussi pour faire de l'argent, c'est-à-dire que c'est un moyen de spéculation très important. Alors ce sont des instruments à terme, ce qu'on appelle des options ou bien encore des swaps. Donc ce sont des termes que vous devez connaître, même si derrière vous n'êtes pas en capacité effectivement de décrire ces instruments financiers. Et puis c'est un développement du marché du risque aussi. Donc on essaye d'évaluer les risques de tous les agents et de mettre un prix à ce risque. C'est aussi un développement extrêmement important du monde de la finance à l'heure actuelle, que de mettre une valeur, de mettre un prix au risque. Et donc tout agent qui fait quelque chose donc court un risque, et ce risque on va l'apprécier et on va lui donner une valeur. Et cette valeur d'ailleurs servira éventuellement à cet agent à s'assurer s'il veut se couvrir contre ce risque. Et puis, c'est le développement de la finance offshore. Alors, finance offshore, c'est un terme bien sophistiqué pour parler de ce qu'on a plus l'habitude de parler, notamment depuis le G20 de ces derniers jours. Ce sont les paradis fiscaux, c'est-à-dire ce sont des endroits qui sont totalement opaques du point de vue de l'information, du point de vue de la réglementation, et qui sont généralement...
On les appelle des paradis fiscaux parce que la fiscalité qui s'y applique est minimale. Et c'est dans ces endroits, ce qu'on appelle les trous noirs du système financier, où finalement les flux financiers vont se concentrer pour pouvoir se mouvoir en toute discrétion, j'allais dire en toute illégalité, pas nécessairement, bien que dans les paradis fiscaux, il y a aussi le recyclage de l'argent sale, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Toutes les grandes banques de la planète ont des filiales dans ces paradis fiscaux. Et donc, évidemment, ce sont des espaces privilégiés et dont la présence, en quelque sorte, va amplifier les flux et les mouvements financiers tout autour de la planète. Donc, vous savez qu'un certain nombre de mesures ont a priori été prises pour diminuer l'importance de ces paradis fiscaux. À voir dans les prochaines années si effectivement ces mesures vont suivre dans les faits de résultats concrets. C'est aussi le développement de nouveaux intervenants qui pèsent très très lourd en matière de globalisation financière. Alors, les traditionnels investisseurs institutionnels, les zinzins à la française, ce sont aussi les fonds de pension, donc des organismes collectifs qui gèrent l'épargne volontaire des ménages, notamment anglo-saxons, au titre de la retraite. C'est ce qu'on a appelé les fonds spéculatifs, les hedge funds, qui eux gèrent l'épargne aussi volontaire d'un certain nombre de particuliers ou de personnes morales, mais leur objectif, ce n'est pas la sécurité de l'argent qu'on leur confie, c'est principalement de permettre les meilleurs rendements aux capitaux qu'on leur confie. Donc c'est pour ça qu'on appelle cela des fonds spéculatifs qui vont aller dans tous les coups les plus risqués, mais aussi évidemment qui risquent de rapporter le plus possible. Et puis les nouveaux venus, eh bien, c'est ce qu'on appelle les fonds souverains. Ces fonds souverains, donc, ce sont des fonds publics qui se sont constitués, par exemple, lors de la flambée des prix du pétrole. Donc, ce sont tous les pays exportateurs de pétrole qui ont mis leurs réserves en dollars, réserves considérables avec l'augmentation du prix du pétrole. Et donc, ça fait des fonds qui doivent être placés d'abord, et qui servent à acheter des titres financiers, des actions, des obligations, des titres de créance, un peu toutes sortes de placements pour optimiser ces fonds. Alors, donc, ce sont évidemment les pays du Golfe, mais c'est aussi la Norvège, par exemple, ou la Russie, pour les pays pétroliers. Et puis, ce sont aussi des pays comme la Chine, qui sont des fonds souverains, qui ont constitué des fonds souverains, mais eux pas grâce évidemment au commerce du pétrole, mais grâce aux excédents commerciaux qu'ils ont avec le reste du monde. Et donc les dollars qu'ils reçoivent en contrepartie de leurs exportations, eh bien, ils les recyclent de cette manière-là. Donc ça, ce sont les nouveaux intervenants dans le monde de la finance globale. Alors on s'aperçoit aussi qu'il y a au niveau des autres intervenants beaucoup plus classiques, donc essentiellement les banques, les sociétés financières et les compagnies d'assurance, c'est bien qu'il existe un vaste mouvement de concentration, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de banques indépendantes, de compagnies d'assurance et de sociétés financières indépendantes, et que tout ce petit monde-là se regroupe, et donc il y a des empires financiers, ce sont des empires financiers aujourd'hui qui s'affrontent sur les marchés et qui interviennent sur les marchés, évidemment donc avec des sommes colossales, qui sont de plus en plus colossales. Et donc quand il y a une erreur de commise, évidemment les conséquences sont d'autant plus importantes que si ce sont des petits intervenants qui se trompent un peu partout sur la planète.